Bonjour. Après avoir parlé de l'importance de la chimie de solution dans différents domaines, dans la médecine dentaire, dans la médecine générale, en pharmacie, en tant que chimiste, biochimiste, dans différents secteurs, dans cette vidéo, je vais introduire pour vous la chimie de solution. Je vais commencer tout en posant une question. Qu'est-ce qui pourrait être commun entre l'eau de mer ou l'eau de rivière ou même l'eau du robinet, le café et les jus, tels que le vin par exemple, le jus alcoolisé? Si je considère tout d'abord l'eau de mer, donc je trouve que j'ai de l'eau et j'ai du sel, spécialement le NaCl. Si je considère le café, je trouve que j'ai une partie de ce café qui est soluble dans l'eau et une autre partie qui n'est pas soluble, qui coule et reste au fond de la tasse du café. واللي نحن بنستهلى فيها ومنبصر ومنقضي وقتنا. Si je considère les jus de fruits par exemple, dans lesquels j'ai du fruit, j'ai le sucre. Si je considère le vin, j'ai l'alcool. Qu'est-ce qui pourrait être commun entre tous ces exemples? Donc, vu que dans chacun de ces exemples, j'ai vu qu'il n'est pas composé d'une substance pure, contrairement des mélanges. Dans l'eau de mer, j'ai dit j'ai l'eau et le sel. Dans le café, j'ai dit j'ai l'eau et le café. Dans les boissons, le vin par exemple, j'ai dit j'ai l'alcool et le fruit. D'après ces exemples, on constate que la plupart des liquides que nous utilisons, que nous voyons, ne sont pas des corps purs. Ça veut dire ne sont pas des substances pures composées d'une seule espèce chimique. C'est-à-dire substances formées d'une seule molécule ou formées d'un seul type d'ion. C'est-à-dire nous avons la même matière chimique, comme par exemple l'eau pure, le diazote pur, le dioxygène pur. Contrairement, les liquides que nous utilisons sont constitués de plusieurs espèces chimiques. Comme nous avons alors plusieurs espèces chimiques qui forment les mélanges, selon la composition de ces mélanges, selon les phases dans ce mélange, on peut diviser les mélanges en deux catégories. Ils peuvent être des mélanges hétérogènes ou des mélanges homogènes. Comme nous avons vu que les mélanges sont constitués de plusieurs substances chimiques, peu importe qu'ils soient les mélanges homogènes ou mélanges hétérogènes. Donc, ce qu'il va pouvoir différencier entre mélange homogène et mélange hétérogène, ce sont les phases. C'est-à-dire, si je considère maintenant le mélange hétérogène, c'est un mélange d'au moins deux substances, mais qui forment au moins aussi deux phases. Ça veut dire, dans les mélanges hétérogènes, j'ai au moins deux phases, autrement, je pourrais avoir plusieurs phases. Le milieu est ainsi constitué, soit par exemple de gaz et de solides. Ça veut dire ici j'ai deux phases, j'ai deux substances ou plusieurs substances qui peuvent être sous deux phases, gazeuses et solides. Exemple pour de tels milieux, nous avons l'air et la fumée. La fumée, dakhne, c'est pas un gaz. La fumée, ou les fumées plutôt, ce sont constituées des graines de poussière solide. يعني نحن par exemple إذا نحن أخذنا ورقة وحرقناها ببوكال فيرمي وبنرجع بنمسك الفيميه اللي طلعت منها واللي بقت على الكونتور تبع الجلاس اللي حرقناها فيها أو البوكال اللي حرقناها فيها. On touche, on constate qu'il y a des poussières solides. فإذن lorsque je parle de la fumée, ce sont, ou plutôt les fumées, ce sont pas des gaz, ce sont constitués de poussières solides, c'est-à-dire ce sont de phases solides qui se sont dispersées dans l'air, qui est une phase gazeuse. Et forment ainsi un mélange hétérogène de deux phases, gaz et solide. Également, pour un mélange hétérogène, je peux avoir un milieu qui pourrait être constitué de solides et de liquides. Exemple, la boue, l'ouahal. Si je mets la boue dans l'eau, je l'agite un peu et après je le laisse
un certain temps, la boue va se décanter au fond de mon bocal, au fond de mon tube à essai, formant ainsi un mélange hétérogène de deux phases, phase solide qui est le sable et phase liquide qui est l'eau. كمان le café, c'est un mélange hétérogène. Pour le café, une partie du café va être soluble dans l'eau, mais une autre partie qui va rester sous forme solide, les graines, qui vont se décompter au fond de la tasse, formant ainsi un mélange hétérogène. Je vous donne également un autre exemple d'un mélange hétérogène où le milieu est constitué de deux phases qui sont liquides, mais maintenant qui sont pas miscibles. Donc, j'ai deux liquides qui sont pas miscibles. Et le fameux exemple de tel mélange hétérogène, c'est l'huile et l'eau. Donc, en parallèle de mélange hétérogène qui est formé de plusieurs phases en moins de deux phases, le mélange homogène, il est formé en moins de deux substances, mais doit être composé d'une seule phase. Ça veut dire, lorsque je regarde un mélange homogène à l'œil nu, je ne serai pas capable de distinguer ou de différencier les constituants de ce mélange. Les deux substances qui ont formé ce mélange forment juste une seule phase. Donc, la différence entre mélange homogène et mélange hétérogène, c'est que le mélange homogène est formé d'une seule phase, formé de deux ou plusieurs substances, mais en fin de compte, j'ai une seule phase et je ne suis pas capable de différencier les constituants si je le regarde visuellement. Par contre, le mélange hétérogène est formé également de plusieurs substances, mais qui forment au moins deux phases ou plusieurs phases. C'est ainsi la différence entre mélange homogène et mélange hétérogène. Maintenant, les substances qui peuvent former le mélange homogène doivent être toutes dans la même phase. Par exemple, si je considère tout à l'état gazeux, je vais prendre comme exemple l'air. L'air, c'est un mélange homogène parce que dans l'air, nous avons plusieurs constituants. Toutes les espèces sont gazeuses, forment ainsi une seule phase. Par exemple, on sait que la majorité de l'air, des composants de l'air, c'est le diazote. Nous avons également le dioxygène. Mais si on regarde visuellement, on ne pourrait pas les séparer. Et par la suite, nous avons un mélange homogène. Nous avons une seule phase. D'autres exemples de mélanges homogènes où les substances sont toutes à l'état liquide, mais maintenant, elles doivent être complètement miscibles pour former une seule phase. Exemple, le lait. Un autre exemple, le sirop. Le sirop de menthe, charab el-wared, charab el-tout. Lorsqu'on met un tout petit peu dans l'eau, après on agite ou on laisse un certain moment, on va former une seule phase du jus. Après un certain moment, nous serons plus capables de différencier le sirop à part et l'eau à part. Ce sera un mélange d'une seule phase, donc un mélange homogène. Également, un exemple d'un mélange homogène où toutes les substances sont à l'état liquide miscible. Nous avons le vinaigre, où l'alcool se trouve complètement solubilisé dans le vinaigre avec les autres liquides, spécialement l'eau. Également, en mélange homogène, on peut avoir toutes les substances qui peuvent être à l'état dissous dans un même solvant. Exemple, l'oxygène. L'oxygène, il peut être gazeux et il peut être, une fois dissous dans l'eau, il devient aqueux. ونحن بنعرف انه une fois l'oxygène il est en solution aqueuse, c'est de cette façon que les poissons peuvent respirer. يعني ما شفنا السمك بيطلع على وجه الماء لياخد الأكسجين. Contrairement, il prend l'oxygène qui se trouve dissous dans l'eau, dans le solvant. Un autre exemple, les boissons gazeuses. Dans les boissons gazeuses, أكيد كلنا شربانين كوكا وبيبسي وسفن etc. On voit des bulles dans ces boissons gazeuses. هودي البولles هن ce sont des molécules de CO2 qui sont dissous dans notre solution, ou plutôt dans notre mélange homogène.
نحن بنعرف انه بس نعمل لها شوية agitation او on augmente la température, on va diminuer la solubilité des gaz et par la suite le CO2 va s'échapper de notre boisson gazeuse. Elle devient plus gazeuse après un certain moment. Là, le CO2 بطل dissous dans la solution de l'eau formant H2CO3. Le CO2, quand il est soluble dans notre boisson gazeuse, avec l'eau, il forme H2CO3. Et lorsque on agite notre boisson gazeuse, ou la température augmente, la solubilité de ce gaz dans notre boisson gazeuse va diminuer et le CO2 va s'échapper. وبعد شوية وقت ببطل عنا des bulles بالboisson gazeuse. Exemple كمان un mélange homogène où toutes les espèces se trouvent à l'état dissous dans un même solvant. Par exemple, le sel, le NaCl, si on le met dans l'eau, il va complètement se solubiliser. Acquis sans que j'arrive à la saturation de la solution. Où j'obtiens un mélange homogène où le sel il est à l'état dissous dans l'eau. Quelle est la nature des solutions ainsi formées? Cette nature dépend de la nature du soluté lui-même. Si on prend un soluté, on le met dans un solvant, si ce soluté est partiellement ionique ou ionique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il va se dissocier dans non-lieu à des ions solvatés dans le solvant et par la suite la solution formée c'est une solution ionique aqueuse. Dans ce cas-là, le soluté qui est ionique et partiellement ionique est un électrolyte. Les électrolytes ce sont les substances qui se dissolvent dans l'eau produisant des ions donnant donc des solutions ioniques qui sont capables de conduire le courant électrique. En parallèle des solutions ioniques formées à partir de solutés partiellement ioniques ou ioniques, nous avons le cas des solutés moléculaires qui se dissolvent sans se dissocier et par la suite, la solution obtenue, ça sera une solution non ionique. Et dans ce cas-là, ce soluté est un non-électrolyte. Ça veut dire, les non-électrolytes, ce sont des substances qui se dissolvent dans l'eau sans produire des ions. Et par la suite, vu de l'absence des ions et de la formation d'une solution non ionique moléculaire, ces solutions ne conduisent pas le courant électrique. C'est pour cela que ces solutés sont des non-électrolytes. Les électrolytes eux-mêmes sont divisés en deux catégories. Nous avons un électrolyte fort. L'électrolyte fort, lorsque le soluté se dissocie complètement dans l'eau, c'est le cas par exemple de l'acide fort qui se dissocie dans l'eau en donnant HCl par exemple dans l'eau qui nous donne H3 au plus et Cl le moins. Nous avons une dissociation complète. Donc c'est un électrolyte très fort parce qu'il a une habilité de se dissocier complètement, donnant des ions ou se transformer complètement en ions aqueux dans la solution. Et la solution, ça sera solution ionique qui conduit l'électricité. Pour l'électrolyte faible, ce sera un soluté qui se dissocie partiellement dans l'eau. Par exemple, lorsque je parle de l'acide acétique qui se dissocie partiellement dans l'eau. Et par la suite, donne lieu à un certain nombre d'ions. Donc, c'est un électrolyte faible parce que la solution ne sera pas complètement ionique. Ce sera un mélange des espèces neutres et des espèces ioniques aqueuses. En fait, la force d'un électrolyte correspond à son temps de dissociation. Plus le temps de dissociation est élevé, plus j'ai d'ions dans la solution, plus la solution ionique, plus elle conduit le courant électrique et en fin de compte, plus l'électrolyte est
fort. Si nous avons un électrolyte faible, on peut favoriser la formation ou la dissociation de cet électrolyte en diluant la solution de plus en plus. Plus la dilution est importante, plus nous avons formation des espèces ioniques aqueuses et par la suite, la solution conduira plus le courant électrique. Si je veux maintenant comparer le pouvoir de conduire l'électricité, je vais considérer une solution ionique formée à partir d'un électrolyte fort. Comme on a dit, ça conduit l'électricité. Alors si on branche une lampe, on va voir que c'est parfaitement illuminé. Dans le cas d'un électrolyte faible, nous aurons moins d'ions dans la solution et par la suite le pouvoir de conduire l'électricité de cette solution est moins important, donc la lampe est moins illuminée. Alors que pour le cas de non-électrolyte, comme nous avons une solution moléculaire non ionique, on n'aura pas conduction de l'électricité et par la suite, la lampe ne va pas s'illuminer. Merci. Pour faire une solution, on doit faire une dissolution. Parce que comme on vient de dire, solité, insolité ou hatta plusieurs solités doivent être complètement dissous dans un solvant. Donc pour cela, pour faire la solution, on doit faire une dissolution. La dissolution de ce soluté ou de plusieurs solités dans un solvant dépend de plusieurs paramètres ou de plusieurs facteurs. Tout d'abord, elle dépend de la nature du solité. Le solité peut être ionique, partiellement ionique ou moléculaire. Donc, sa nature va absolument influencer la dissolution ou le phénomène de dissolution. Le deuxième paramètre qui va aussi influencer la dissolution, ce sont les propriétés du solvant. Donc, on sait que le solvant va jouer un grand rôle pour permettre aux solités de se dissoudre dans ce solvant. Donc, quand on dit les propriétés du solvant, autrement, on dit la capacité du solvant à dissoudre le solité. قدرات le solvant pour qu'il nous permette de dissoudre le solité. En plus de la nature du solité elle-même et des propriétés du solvant, la dissolution dépend d'un troisième facteur qui est l'interaction entre le solvant et le solité. Donc, ces interactions ont un rôle très important parce qu'ils doivent permettre à rupturer les liaisons du solité pour qu'ils puissent être dissous dans le solvant. Si on considère maintenant un solité qui est de nature ionique, A+, B-, lorsqu'on met ce solité dans un solvant, la première chose qui va se passer, c'est qu'il va avoir des attractions électrostatiques entre les ions et les molécules de solvant. Yani, ce qui va se passer, tout de suite, le solvant, quand il rencontre le solité ionique, il va l'entourer comme un bouclier. Ça veut dire quand par exemple ici, je vais avoir mon ion A+, tout de suite, les molécules de solvant vont venir l'entourer. يعملوا comme un bouclier des molécules de solvant autour de cet ion. Par la suite, il va empêcher les ions de se rapprocher à nouveau l'un à côté de l'autre. S'il va empêcher les ions de se rapprocher à nouveau, donc il va les empêcher de reformer à nouveau des liaisons entre elles-mêmes. Et par la suite, ce solvant va séparer le solité ou les ions, le solité ionique en deux ions. Et ces ions, bien, tout de suite, une fois qu'il les sépare, déjà le solvant il a entouré ces ions عملهم مثل البوكلية حواليهم بعضهم عن بعضهم منعهم يرجعوا يعملوا liaison يعني en quelque sorte il a abouti à la séparation de ces ions un du côté de l'autre. Donc cette séparation
هي la divisée de la dissociation. Donc, par la suite, par cette séparation, ça veut dire nous avons dissocié le soluté ionique en deux ions et tout de suite, ces ions ont été solvatés ou hydratés. Dès qu'on a une dissociation, dès qu'on a la séparation, dès que l'ion est entouré par le solvant, ça veut dire il est dissocié, il est séparé de son contre-ion et automatiquement ou spontanément, il est solvaté. Et lorsqu'on utilise le solvant pour la dissolution, l'eau, comme solvant pour la dissolution, la solvatation est appelée hydratation. Une fois tous les ions du soluté ionique sont séparés, sont dissociés et solvatés, ce qui va suivre va être la dispersion. Ils vont être complètement dispersés dans le solvant, formant ainsi un mélange homogène qui est notre solution. Lorsque le solvant est l'eau, quand je dis ion solvaté, ça veut dire ion aqueux. Je vous présente maintenant une vidéo qui est un exemple direct de ce type de dissolution. C'est la dissolution du soluté ionique qui est le NaCl. On va voir comment, une fois qu'on met le NaCl dans l'eau, les molécules d'eau vont venir tout de suite essayer d'attirer les ions de Na+, et Cl- selon les pôles positifs et les pôles négatifs de l'eau pour qu'ils puissent les séparer, les dissocier et les solvater pour former une solution homogène. Si on considère maintenant le cas d'un soluté qui est partiellement ionique. Une fois qu'on met ce soluté dans un solvant, le solvant avec ses dipôles va se rapprocher de ce soluté et va faire des interactions avec ce soluté dans le but de l'ioniser. Par exemple, le solvant va faire des interactions avec le soluté partiellement ionique grâce à ces dipôles. Donc, ces interactions vont aboutir à une rupture plus ou moins totale des liaisons, formant ainsi une molécule ou un soluté ionique. Ce phénomène s'appelle l'ionisation. Et ce phénomène dépend du moment dipolaire du solvant. Donc, l'intensité de l'ionisation ou le pouvoir du solvant à ioniser le soluté qui est partiellement ionique s'accroît avec le moment dipolaire de ce solvant. Une fois que le solvant a pu ioniser le soluté, c'est-à-dire il l'avait rendu ionique, ça revient, la suite de la dissolution va être comme l'exemple précédent ou comme le cas précédent. Donc maintenant, en ayant un soluté ionique, le solvant va continuer son rôle. Il va séparer les ions par dissociation suivie d'une solvatation spontanée. Une fois maintenant, tous les ions du soluté sont dissociés et solvatés ou hydratés si on parle de l'eau comme solvant. Ces molécules ou ces ions solvatés vont se disperser progressivement dans la totalité du solvant pour former le mélange homogène et la solution. Donc, les étapes de la dissolution d'un soluté partiellement ionique sont tout d'abord l'ionisation qui va être suivie d'une dissociation et solvatation spontanée et enfin dispersion dans le solvant pour former le mélange homogène. Donc on peut considérer comme exemple de dissolution des solutés partiellement ioniques, les acides forts. Une fois qu'on met les acides forts dans l'eau, ils vont tout de suite se dissocier en H+, et Cl-. Autrement, en ion hydronium ou oxonium, H3O+, et Cl-. Également, si on considère les acides faibles, lorsqu'on va les mettre dans l'eau, ils vont se dissocier partiellement. On va avoir formation des ions H3, CO2- et également H3O+. Bien sûr, comme ici, les solutés sont dissous dans l'eau, toutes les espèces ioniques ainsi obtenues, ce sont des espèces aqueuses.
Considérons maintenant le cas du troisième type de soluté lorsqu'on considère ou lorsqu'on va parler de soluté moléculaire, AB. Dans ce type de soluté, la dissolution se fait par interaction électrostatique entre le solvant et le soluté. On va avoir, ça veut dire des interactions de type van der Waals, par exemple, entre le soluté et le solvant. On va avoir dissolution sans dissocier le soluté. يعني نحن عنا هون حيصير في عنا dissolution للسوليتي moléculaire بس ما بيتقسم ما بيتجزأ. Il ne se sépare pas en ions, il ne s'ionise pas, il ne se sépare pas en ions, il se solvate juste par interaction entre le solvant et le soluté. يعني هلأ dans ce type, la nature du soluté et la nature du solvant jouent un rôle très important. يعني pour pouvoir solubiliser ou dissoudre un soluté polaire, le solvant doit absolument être un solvant polaire. ليصير في عندي bonne interaction entre le soluté et le solvant حتى نعمل له dissolution. Et dans le cas d'un soluté apolaire également, nous avons besoin d'un solvant apolaire. Maintenant, une fois les interactions ont eu lieu entre le solvant et le soluté, notre soluté il est maintenant solvaté, hydraté, il va se disperser dans toute la solution, dans tout le solvant, formant ainsi le mélange homogène. Un bon exemple de la dissolution d'un soluté moléculaire, c'est la dissolution du sucre. Notre fameux saccharose qui est composé de 2 molécules de glucose. Lorsqu'on met le sucre dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, les molécules d'eau vont venir se mettre autour des molécules de sucre. حيصير في certaines interactions entre les molécules d'eau et les molécules de sucre. En plus des interactions inévitables électrostatiques entre le sucre et l'eau, grâce à la présence des groupes OH ou des fonctions OH dans la molécule de sucre. Donc, il va y avoir des liaisons d'hydrogène entre ces groupes OH et les molécules d'eau. Et par la suite, chaque molécule de sucre va se trouver hydratée, entourée par des molécules d'eau ayant des interactions entre ces molécules et les molécules de sucre. Ensuite, les molécules de sucre solvatées ou hydratées vont se disperser dans le solvant, formant notre fameuse eau sucrée, qu'on aime bien sûr. Akid, dans ce cas maintenant, on a eu alors la dissolution de notre sucre sans le dissocier. Une chose importante à noter lors de la dissolution, c'est qu'il y a conservation de la matière lors de cette dissolution. Ça veut dire la masse se conserve au cours de la dissolution. Prenons par exemple de l'eau avec du sucre. Une fois, si l'eau toute seule et le sucre, les morceaux de sucre seul pèsent par exemple 85,2 grammes. Une fois que le sucre est mis dans l'eau et la dissolution a eu lieu, la solution ainsi obtenue va avoir exactement la même masse. Et par la suite, c'est important à noter que lors de la dissolution, il y a conservation de la matière, ça veut dire la masse se conserve au cours d'une dissolution et aucune matière ne sera ni apparue ni disparue.